L'audience est figée. Le monde entier a les yeux rivés sur l'image d'un homme souriant, presque détendu, alors qu'il est escorté dans une salle d'audience, menottes au poignet. Ce même homme qui, quelques heures plus tôt, a été condamné pour la peine de mort. Son nom? Theodore Robert Cowell, mieux connu sous le nom de Ted Bundy. Son histoire est marquée par un contraste effrayant entre ce masque de respectabilité et les horreurs qu'il a perpétrées. Derrière ce sourire enjôleur et ces mots charmeurs se cache un esprit tortueux, calculateur et profondément troublé. Mais au-delà du charisme et de la façade d'un homme soi-disant normal, qui était ce fameux Ted Bundy? Qu'est-ce qui se passait vraiment dans sa tête? Quelle force obscure le poussait à tuer? Et surtout, comment le profil clinique d'un homme aussi insaisissable a-t-il pu défier autant de professionnels, de psychiatres et de psychologues qui ont tenté de le cerner, de le diagnostiquer? Dans ce deuxième épisode du Psychocrime podcast, je propose un voyage au cœur des troubles de la personnalité, des traits psychopathiques et même des altérations neurobiologiques et neurochimiques qui ont pu façonner le parcours sanglant de ce prédateur sexuel et de ce tueur en série. Au fil des années, Bundy a défié toute tentative de diagnostic manipulant et dissimulant sa vraie nature avec une maîtrise redoutable. Mais l'analyse ne s'arrête pas là. L'étude du cas de Bundy a permis d'aller bien au-delà de sa seule compréhension. Son parcours a profondément marqué notre approche de la justice et transformé, littéralement, les sciences judiciaires. Au-delà de l'horreur, le cas Bundy a forcé la société à réfléchir, à s'adapter et surtout à se renforcer. C'est une histoire de croissance post-traumatique où les drames les plus sombres ont conduit à des changements structurels et des avancées dans la détection des signaux avant-coureurs. Ainsi, cet épisode fera découvrir non seulement les aspects cliniques et diagnostiques de son profil, mais également les aspects neurostructurels, neurophysiques, neurochimiques de son cerveau, ainsi que son modus operandi et ce qu'il révèle sur sa psyché, mais surtout comment sa trajectoire macabre a déclenché une série de transformations légales et médicales. Car derrière les atrocités, il y a aussi une leçon cruciale, celle de la résilience, d'une société qui est prête à grandir face à l'horreur et à se doter d'outils pour mieux protéger ses citoyens. Bon épisode. Traumavertissement, Trigger Warning. Ce podcast aborde des sujets particulièrement sensibles et potentiellement dérangeants, comme les crimes graves, la violence, les agressions sexuelles et les troubles psychologiques complexes. L'écoute reste à l'entière discrétion de l'auditrice ou de l'auditeur. En tant que psychologue, je ressens un profond respect pour les victimes et leurs proches et mon intention est ici de leur rendre honneur, de respecter leur mémoire et d'offrir un espace d'analyse méticuleux. Mes recherches sont basées sur des sources scientifiques rigoureuses mentionnées à chaque épisode et énoncées de manière intégrale sur le site web du podcast au www.psychocrimepodcast.com. L'objectif de ce podcast est de comprendre les dynamiques psychologiques et les facteurs sous-jacents à des comportements particulièrement violents, mais ce n'est jamais de minimiser ou d'excuser les actes criminels. Les hypothèses que je partage sont fondées sur les données scientifiques les plus récentes, mais elles ne se substituent pas à un processus d'évaluation diagnostique officiel. Si le podcast t'interpelle, qu'il te plaît, n'hésite pas à partager, à commenter, à t'abonner et à laisser des bons reviews. J'apprécie au plus haut point. Bon podcast! Ma passion,
les casse-têtes. Mais mon préféré de tous, c'est le mystère irrésolu du cerveau humain. Plonge avec moi dans une analyse pointue, rigoureuse et scientifique des esprits les plus torturés. Je suis Dr Véro Ménard, psychologue. Bienvenue au Psychocrime Podcast. Bienvenue au Psychocrime Podcast, le 2e épisode. Je te cacherai pas que si t'as pas écouté le premier épisode, ça pourrait être difficile à suivre. Ça pourrait donc être beaucoup plus pertinent, utile, facilitant ta compréhension d'aller écouter le premier épisode. Commençons dès maintenant avec un petit segment récapitulation du dernier épisode. Dans l'épisode 1, j'ai évoqué le contexte familial dysfonctionnel de Bundy, son rejet par sa mère, la violence tyrannique de son grand-père, son exposition précoce à des contenus inappropriés. Et ces événements-là, qui l'ont marqué, ont créé un schéma de désorganisation émotionnelle et d'isolement social qui s'est amplifié au fil des années. Nous avons également vu comment les premières années de sa vie ont pu influencer son incapacité à tisser des liens affectifs et comment les abus et les mensonges qui étaient présents dans la famille depuis toujours ont pu contribuer à ses comportements, ses attitudes antisociales à l'âge adulte. Ted Bundy était en proie à un grand vide émotionnel et à une quête désespérée de vengeance et de contrôle qui ont guidé ses actions. Ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est que je vais t'amener au cœur des méandres du DSM-5, le manuel diagnostique qu'on utilise, les psychologues et les psychiatres, pour poser des diagnostics chez nos patients en évaluation. On va parler de psychopathie, de narcissisme, de neurobiologie et de développement précoce. Je vais même parler de génétique, d'hérédité, de l'environnement intra-utérin qui peuvent contribuer au développement de difficultés dans le cerveau d'un enfant. Puis, je vais aborder son modus operandi et les rituels et ce que ça nous révèle sur sa psyché. Et enfin, on va terminer sur la croissance post-traumatique et donc les leçons que cette histoire terrible a pu nous offrir et ce qu'on peut en tirer. Sans plus attendre, on se lance dans le vif du sujet. Segment diagnostic. De nombreux psychologues et psychiatres ont vu Ted Bundy et plusieurs d'entre eux se sont prononcés sur des hypothèses diagnostiques. Dans ce segment du podcast, je veux parler de ces diagnostics-là et te présenter brièvement les portraits cliniques que ça représente. En quoi, selon ce qu'on sait de Ted Bundy, il pourrait effectivement avoir été atteint de ces troubles-là ou non. Je vais commencer par démystifier un peu les choses et ensuite, on va plonger dans le DSM-5 et dans les profils diagnostiques. Commençons par brièvement parler de la psychopathie. Donc, qu'est-ce que c'est un psychopathe? Qu'est-ce que c'est un sociopathe? Est-ce que ce sont des diagnostics officiels au sein du DSM-5? Est-ce qu'on peut poser ce diagnostic-là auprès d'un patient en tant que psychologue ou psychiatre? Eh bien, peut-être que certains seront surpris d'apprendre que non. Le terme sociopathe ainsi que le terme psychopathe ne sont pas des diagnostics officiels dans le DSM-5. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Quelles sont les différences entre ces deux concepts-là, la sociopathie et la psychopathie? Dans certains ouvrages, documentaires, films, dans le langage populaire, les termes psychopathe et sociopathe sont souvent utilisés de manière interchangeable, comme si c'était la même chose. Mais en réalité, ils impliquent des différences clés en termes de caractéristiques et en ce qui a trait à l'origine des comportements de la personne dont on qualifie à être psychopathe ou sociopathe. Si aucun des deux
n'est inclus dans le DSM-5, c'est plutôt le trouble de la personnalité antisociale, le TPA, ou en anglais on dit ASPD, qui est privilégié. Il n'en reste pas moins que les termes psychopathe et sociopathe sont étudiés scientifiquement, et ça depuis de nombreuses années. Les experts, tels que psychiatres et psychologues, les utilisent abondamment. Simplement, ces termes, ces étiquettes ne peuvent être émis en tant que diagnostic officiel vu le caractère trop interne, trop lié aux pensées, aux intentions, aux émotions, qui sont des choses qui sont très difficiles à évaluer. Qui plus est, lorsque la personne ne veut pas réellement se prêter ou est plutôt forcée de se prêter à un processus diagnostique. La plupart des syndromes, des troubles ou des diagnostics officiels du DSM-5 sont constitués de critères diagnostiques observables, vont donc être à propos des comportements qu'on peut voir et coter, évaluer. Beaucoup d'experts en psychopathie se sont prononcés sur le sujet. Je pense à Hare, par exemple, qui va mentionner que les psychopathes présentent une absence d'empathie, une absence totale d'empathie, une absence également de remords, que leur comportement est froid, calculé et bien souvent très bien planifié. Il va nommer que ce sont des êtres qui peuvent être absolument charmants, manipulateurs, et qui ont des actions, qui posent des choix, des actes uniquement dirigés vers l'atteinte de leur objectif personnel. La psychopathie est aussi associée à des anomalies cérébrales, notamment dans les régions liées à la régulation des émotions, comme l'amygdale, le cortex préfrontal. On va nommer aussi que les psychopathes sont capables de masquer leurs intentions, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à détecter dans notre société. À l'inverse, les sociopathes ont une conscience très faible. Pas inexistante, mais plutôt faible. Ils sont impulsifs et agissent vraiment sans tenir compte des conséquences à long terme. Leurs comportements, qui sont également antisociaux, c'est pourquoi on les retrouve à l'intérieur du trouble de personnalité antisociale aussi. Mais ces comportements-là seraient plus le résultat de leur environnement, marqué par des traumatismes précoces, des abus, de la négligence parentale, par exemple. On va dire d'eux qu'ils sont plus instables socialement, qu'ils ont du mal à maintenir des relations ou un emploi. Et leur violence est souvent réactive à quelque chose et non pas préméditée. Les termes psychopathe et sociopathe ont été choisis en raison de leurs connotations distinctes liées aux causes présumées des comportements antisociaux et à la manière dont ils interagissent avec les individus en société. Donc, d'où vient le terme psychopathe? Eh bien, ce qui nous intéresse ici, c'est le préfixe. Le préfixe psycho, qui vient du grec psyché, qui signifie esprit ou âme. Le terme psychopathe met donc l'accent sur les traits internes qui seraient profondément enracinés dans la personnalité. Il suggère que la psychopathie est principalement liée à des facteurs biologiques, génétiques, qu'ils ont une base neurologique. Les psychopathes sont souvent décrits comme ayant des anomalies cérébrales, particulièrement dans les zones liées à la régulation des émotions et à la prise de décision. Ça renforce l'idée que leurs comportements antisociaux et leur manque d'empathie sont dus à des déficiences internes et persistantes. Pour ce qui est du terme sociopathe maintenant, on s'intéresse encore une fois au préfixe ici « sociaux » qui renvoie aux interactions sociales, indiquant que la sociopathie serait davantage influencée par l'environnement et par les interactions avec les autres êtres humains. Le terme sociopathe a été popularisé pour décrire des individus dont les comportements antisociaux découlent principalement de conséquences, de circonstances extérieures, comme par exemple des abus, de la négligence, des traumatismes. Ça impliquerait que les sociopathes sont le produit de leur milieu social et qu'ils développent des comportements violents ou antisociaux à la suite d'expériences de vie difficiles
plutôt que de facteurs biologiques ou neurologiques intrinsèques. On a donc créé ces deux termes-là pour permettre de distinguer les sous-types en lien avec les origines supposées. Biologique pour les psychopathes, social pour les sociopathes. Mais dans la recherche, cette distinction est sujette à de nombreux débats parce que les comportements antisociaux sont souvent le fruit d'une interaction complexe entre la génétique, l'hérédité, le neurologique et l'environnement, l'expérience de vie et les traumatismes. On verra dans les études plus récentes qu'il n'y a pas de psychopathe qui vient au monde né pour tuer et que c'est une trajectoire absolument inévitable. La psychopathie, quand on regarde par exemple des meurtriers en série notoires qu'on connaît, qu'on a à de nombreuses reprises déclarés comme psychopathes, ça a été l'ensemble de centaines de facteurs combinés qui ont fait en sorte qu'ils sont devenus les prédateurs, les tueurs en série qu'ils ont été. Le DSM-5 va venir regrouper ces deux concepts-là sous un seul profil diagnostique qu'on appelle le trouble de personnalité antisociale et dont je vais reparler dans quelques minutes au cœur de ce segment-ci. On parle donc de comportements antisociaux, manque de respect des lois, des droits des autres. Et donc, on regarde plus les comportements que l'origine, chose qui est très difficile à évaluer et qui est justement le but de ce podcast-ci, se pencher sur les nombreux, les centaines, les milliers de facteurs qui sont arrivés au cours d'une vie, notamment au cours du développement avant la naissance, durant l'enfance, et c'est la combinaison de tous ces facteurs-là qui peut donner le résultat qu'on connaît. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, mais je le redis parce que je pense que c'est important. Il n'y a jamais une seule source, une seule cause à un trouble, qui plus est un trouble aussi complexe, par exemple, qu'un trouble de la personnalité. La psychopathie est étudiée depuis longtemps. On a même des outils diagnostiques, donc des questionnaires, des entrevues structurées pour nous permettre d'évaluer si une personne est effectivement psychopathe. Je pense entre autres au questionnaire que j'ai mentionné plus tôt, le PCLR, qui est une échelle de psychopathie et dont je vais reparler plus en détail un peu plus tard. Mentionnons que la psychopathie et la sociopathie, on peut facilement retrouver des traits du trouble de personnalité antisociale puisqu'ils sont regroupés dans ce terme-là, mais également des traits de la personnalité du profil diagnostique du narcissisme, donc le TPN, le trouble de personnalité narcissique. Je pense entre autres au fait de ne penser qu'à soi-même, au fait de manquer d'empathie pour les autres, d'être prête à tout pour obtenir ce que la personne veut, même si c'est au détriment des autres. On va donc regarder dès maintenant les différents diagnostics dont Ted Bundy a soit été soupçonné de présenter ou encore les diagnostics qu'on lui a officiellement attribués par d'autres experts psychologues ou psychiatres qui, comme je le disais, l'ont soit évalué ou encore qui se sont penchés sur son cas et qui se sont prononcés dans ce domaine-là. Quels sont donc les diagnostics supposés de Ted Bundy selon ces fameux experts-là? Il y en a une très vaste panoplie. Il y a le trouble de personnalité antisociale, bien sûr, le trouble de personnalité narcissique, le trouble de personnalité schizoïde, le trouble de la personnalité limite ou borderline, la bipolarité, la schizophrénie, la paraphilie et le trouble obsessionnel compulsif qu'on connaît mieux dans le langage populaire sous le nom de TOC. Et bien sûr, bien que ça ne soit pas dans le DSM-5, plusieurs experts l'ont officiellement identifié comme étant un psychopathe. Je vais donc analyser chacun de ces profils cliniques-là. Commençons par le diagnostic qui fait le moins l'unanimité chez les différents experts à propos de Ted Bundy, c'est-à-dire le trouble de personnalité schizoïde. Dans le DSM-5, lorsqu'on parle du trouble de personnalité schizoïde, on va nommer les critères diagnostiques suivants. Un détachement général lié aux relations sociales, peu d'expression des émotions, des expressions faciales, et la personne doit présenter au moins 4 des critères suivants. Elle n'éprouve ni désir ni plaisir pour les relations proches, les relations familiales. Elle choisit presque toujours des activités solitaires. Elle n'a que peu
ou pas d'intérêt pour les expériences sexuelles avec une autre personne. Elle n'éprouve du plaisir que dans de très rares activités, sinon aucune. Elle n'a pas d'amis proches ou de confidents. Elle semble indifférente aux éloges ou à la critique. Elle fait preuve de froideur, de détachement ou démontre en tout cas très peu d'émotion. Ted Bundy a été très brièvement soupçonné de présenter un trouble de la personnalité schizoïde, et ça c'est en raison de son détachement émotionnel et de son incapacité à tisser des relations profondes, significatives. Par contre, ses interactions étaient souvent manipulatrices et utilitaires, plutôt qu'indifférentes à proprement parler. C'est ce qui fait en sorte que ce diagnostic semble peu probable pour lui. Les personnes qui sont atteintes du trouble de personnalité schizoïde montrent souvent un manque d'intérêt pour les relations humaines, alors que Bundy, bien qu'émotionnellement plutôt détaché, s'investissait activement dans ses interactions, pour servir ses intérêts, pour ses propres fins, mais tout de même, il semblait avoir un intérêt pour les relations sociales. De plus, le diagnostic de trouble de personnalité schizoïde nécessite des informations précises sur le monde interne d'un individu. Ce que Bundy a toujours caché avec des mensonges, des manipulations, l'authenticité de sa participation au processus d'évaluation, par exemple, ou même dans les entrevues, était extrêmement limitée. Le diagnostic a donc été écarté, n'ayant pas été suffisamment validé. Une autre hypothèse diagnostique qui a été soulevée est celle du trouble de personnalité limite. Pour ce trouble-là, le DSM-5 énumère les critères suivants. On parle d'un mode général d'instabilité dans les relations, dans l'image de soi et dans les émotions, avec une impulsivité marquée. La personne qui souffrirait d'un TPL ou d'un trouble de personnalité borderline aurait au moins 5 des manifestations suivantes. Elle va faire de grands efforts pour éviter les abandons, qu'ils soient réels ou imaginaires. Des relations intenses et instables qui alternent entre l'idéalisation et la dévalorisation de l'autre personne. Une perturbation de l'identité, c'est-à-dire que l'image ou la notion de soi est très instable. Une impulsivité dans au moins 2 domaines dangereux ou dommageables, par exemple les dépenses excessives, la sexualité débridée, la toxicomanie, des gestes suicidaires ou de l'automutilation, ou en tout cas des comportements qui sont autodestructeurs. Une instabilité émotionnelle due à une réactivité marquée de l'humeur, des grands swings d'émotions. Un sentiment chronique de vide à l'intérieur. Des colères intenses et inappropriées, ou en tout cas une difficulté à contrôler sa colère, et des idées de persécution ou des symptômes de dissociation quand il arrive un grand stress. Bien que certains aient émis l'hypothèse que Bundy souffrirait peut-être d'un trouble de personnalité borderline, cette théorie-là reste spéculative et peu probable. Les critères du TPL impliquent généralement une forte instabilité émotionnelle et une réactivité excessive. Et ça ne correspond pas du tout au profil de Bundy. Ces comportements, bien qu'ils étaient impulsifs par moments, étaient la plupart du temps froids et planifiés, très calculés. Le diagnostic de TPL n'a donc jamais été formellement retenu pour Bundy, car l'instabilité émotionnelle caractéristique de ce diagnostic-là n'était pas au rendez-vous. Le trouble bipolaire, ou qu'on appelle dans le langage commun la bipolarité, c'est un trouble de l'humeur. Donc là, on n'est plus dans un trouble de la personnalité, mais bien dans un trouble de l'humeur. Et il y a 2 grands critères principaux. Donc d'abord, la personne doit avoir au moins un épisode maniaque ou hypomaniaque, c'est-à-dire une période distincte où l'humeur est anormalement bonne, élevée, expansive, ou parfois ça peut être de l'irritabilité. Il y a une augmentation de l'activité dirigée vers un but. Pendant cette période-là, au moins 3 des symptômes suivants doivent être présents. Une augmentation de l'estime de soi ou des idées de grandeur, une réduction
du besoin de sommeil. Par exemple, se sentir reposé, frais et dispo après seulement 3 heures de sommeil. Un désir constant de parler, ou en tout cas avoir un débit verbal rapide. Une fuite des idées, donc des pensées qui arrivent très rapidement. Une grande distractibilité, donc le fait d'avoir son attention facilement détournée par des stimuli extérieurs. Une augmentation de l'activité quotidienne orientée vers un but, et parfois ça se manifeste sous forme d'agitation psychomotrice. Un engagement excessif dans des activités à haut potentiel de conséquences négatives. Donc ça peut être par exemple un comportement sexuel à risque, une conduite automobile dangereuse, des dépenses complètement exagérées ou farfelues. Mais au-delà d'avoir des épisodes maniaques, la personne doit aussi avoir vécu un épisode dépressif majeur. Donc, c'est pour ça que c'est un trouble de l'humeur qui représente des swings, qui représente des changements. Donc, on passe d'un état maniaque et souvent, c'est suivi d'un épisode dépressif majeur. Donc, on va demander qu'au moins 5 des symptômes suivants soient présents, dont au moins l'humeur dépressive ou une perte d'intérêt ou de plaisir. Donc, il y a humeur dépressive presque toute la journée, perte ou gain de poids significatif, là, sans qu'on ait fait quoi que ce soit pour ça, insomnie ou hypersomnie à presque tous les jours, agitation motrice ou ralentissement psychomoteur, fatigue ou perte d'énergie, sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive, la difficulté à penser ou à se concentrer et des pensées récurrentes de mort ou des idées suicidaires. Certains experts ont soulevé l'hypothèse d'un trouble bipolaire, mais le diagnostic n'a pas été retenu et semble peu probable quand on analyse sa trajectoire. Les individus qui sont atteints de la bipolarité vont traverser des périodes distinctes de manie ou d'hypomanie et de dépression en alternant entre des phases d'excitation et d'abattement. Bundy, quant à lui, présentait une froideur émotionnelle, et ça de manière assez constante, et un comportement antisocial qui était stable, ce qui est assez incompatible avec le profil clinique, avec les fluctuations typiques de l'humeur qu'on observe normalement dans le trouble bipolaire. À l'exception de certains épisodes d'agitation et de troubles du sommeil rapportés, il n'existe pas réellement de preuves d'épisodes maniaques ou encore d'épisodes de dépression majeure. Et ça, de manière récurrente. Et ça, ce sont les éléments essentiels pour pouvoir poser un diagnostic de trouble bipolaire. Ce diagnostic-là a donc été complètement écarté par la plupart des professionnels qui se sont prononcés sur Ted Bundy. Parlons des critères diagnostiques de la schizophrénie. Donc d'abord, il y a les critères de type A. On demande que la personne ait la présence de 2 ou plus des symptômes suivants, donc des idées délirantes, par exemple des croyances qui sont fermement maintenues et qui ne changent pas, même quand on met la personne face à des preuves contraires. Souvent, ces pensées-là vont être de nature paranoïaque ou mégalomane. Des hallucinations, donc des perceptions sensorielles sans stimulus externe. Les plus courantes sont auditives, comme le fait d'entendre des voix, par exemple. Un discours désorganisé, donc parler de manière incohérente, changer brusquement de sujet, faire des moitiés de phrases. Donc, quand on parle avec une personne qui a un discours comme ça, on a de la misère à suivre. Un comportement désorganisé ou catatonique. Donc, ça peut être qu'il y a beaucoup d'agitation et la personne papillonne d'une chose à l'autre, mais ça peut être aussi une grande immobilité puis la personne est comme dans une catatonie. Et des symptômes négatifs. Donc, le fait, par exemple, d'avoir une capacité réduite à initier des actions, à être dans un certain état de dépression, d'un côté comme de l'autre, donc les symptômes positifs, hallucinations, délire, pensée paranoïaque, ou les symptômes négatifs, retrait, émotions négatives ou état de dépression. Quand on regarde cette présence nécessaire pour pouvoir poser le diagnostic, finalement, même si Ted Bundy, bien sûr, a montré des comportements aberrants. On pense aux mensonges, à la manipulation, mais aussi à la nature de ses crimes. C'est pas suffisant. Il n'y a pas la présence de symptômes principaux de la schizophrénie comme les hallucinations ou les idées délirantes. En tout cas, il n'y a rien qui aurait pu indiquer ça. Ses pensées étaient
claires, en tout cas de ce qu'on en sait. Elles étaient calculées, dirigées vers un but, vers la réalisation de ces objectifs violents. Et ça contraste fortement avec les symptômes de désorganisation cognitive et les comportements frénétiques ou complètement aberrants qu'on peut observer parfois dans la schizophrénie. Dans la schizophrénie, on parle de perte de contact social et de contact avec la réalité. Et ça non plus, ça cadre pas avec le cas de Ted Bundy, ou en tout cas des observations qu'on a pu en faire. Ce diagnostic-là a donc été écarté par la plupart des experts qui se sont prononcés sur lui, en nommant que finalement, il n'y a pas les critères nécessaires pour qu'on puisse observer ce profil-là. Parlons du trouble obsessionnel compulsif. Le TOC est caractérisé par la présence d'obsessions donc ça peut être l'un ou l'autre, mais ça peut être les deux aussi, de compulsions qui causent une grande détresse chez la personne, ou en tout cas qui interfèrent dans son fonctionnement quotidien. Les obsessions, quant à elles, ce sont des pensées. Ça peut être des images ou des impulsions qui sont persistantes, qui sont récurrentes et qui vont être vécues comme étant très intrusives et inappropriées la plupart du temps et qui causent une anxiété ou en tout cas une détresse chez la personne. L'individu tente généralement d'ignorer ces pensées-là ou de les neutraliser par des comportements répétitifs. Et c'est là qu'on tombe dans les compulsions. Donc, les compulsions, elles, sont les comportements répétitifs. Par exemple, se laver les mains, c'est un classique qu'on voit souvent, ou ranger, ou vérifier, revérifier. Et parfois, ça peut être des actes mentaux. Donc, ça, on ne l'observe pas, mais les gens peuvent en témoigner dans les entrevues diagnostiques, par exemple. Donc, le fait de prier, de compter, de se répéter des phrases d'une manière toujours identique, que l'individu se sent comme obligé de réaliser en réponse à l'obsession. Donc, ces comportements-là visent à réduire l'anxiété ou à empêcher que l'événement qu'on redoute ne se produise. Mais souvent, ils sont excessifs et ne sont pas connectés de manière réaliste à ce qu'ils cherchent à prévenir. Il n'y a pas d'évidence claire dans le comportement de Ted Bundy qui nous indique hors de tout doute la présence d'un TOC. Ces actes ne correspondaient ni à des comportements compulsifs, ni à des rituels obsessionnels. Au contraire, ces actions étaient bien planifiées, méthodiques et non motivées par une tentative de neutraliser une anxiété ou une détresse liée à des pensées obsessionnelles. Ou en tout cas, si c'est le cas, on n'a aucun indice de ça. Il n'a jamais partagé sur le sujet. Le diagnostic de TOC est évoqué par certains experts dans son cas, mais il n'a pas été retenu pour Bundy parce que les éléments nécessaires au diagnostic ne semblent pas être vraiment présents pour lui. Paraphilie. Les troubles paraphiliques, ça implique des fantasmes, des pulsions sexuelles ou des comportements déviants qui causent soit une détresse significative à la personne qui en souffre ou un dysfonctionnement dans la vie quotidienne. Elles peuvent inclure des désirs ou des actions qui impliquent des objets non vivants ou des enfants ou des personnes non consentantes ou des actes de souffrance ou d'humiliation. Pour qu'un diagnostic de trouble paraphilique soit posé, c'est nécessaire que les fantasmes, les pulsions et les comportements s'étendent au-delà de 6 mois. Donc, ça ne peut pas être juste une fois passagère. Il faut que ça dure depuis plus de 6 mois. Ou que ça représente un risque accru pour soi-même ou pour les autres. Il y en a plusieurs. Dans ce podcast-ci, je ne vais pas faire le tour de tout, mais je vais les nommer quand même pour que ça donne une idée de la grande variabilité qu'il y a dans le trouble de paraphilie. Il y a le voyeurisme, l'exhibitionnisme, donc le fait d'exposer ses organes génitaux à des personnes non consentantes, le frotteurisme, le masochisme, le sadisme, donc le fait d'éprouver du plaisir par la souffrance qu'on inflige à une autre personne, la pédophilie et le fétichisme. Il y en a d'autres, mais pour l'instant, je vais m'arrêter sur ça parce que ce qu'on cherche à voir ici, c'est ce que Ted Bundy présentait comme comportement. Il présentait des signes évident de sadisme sexuel. Donc, un trouble paraphilique qui est caractérisé par l'excitation liée à des souffrances infligées à une autre personne. Son attirance pour la violence, pour la domination, les actes de mutilation post-mortem qu'il a fait envers ses victimes sont tous des éléments très forts qui suggèrent la présence d'une paraphilie. Les paraphilies chez Ted Bundy ne semblent pas être isolées comme étant juste ça, mais plutôt intégrées à ses comportements psychopathiques ou antisociaux.
Les experts considèrent que ces fantasmes de domination et d'humiliation étaient étroitement liés à ses comportements criminels, formant une espèce de boucle qui renforçait son désir de contrôle et d'exploitation sexuelle de ses victimes. Ce diagnostic-là a bien sûr été souvent évoqué pour Bundy, étant donné la nature explicitement sexuelle de ses crimes et l'intensité de ses fantasmes. Par contre, il est quand même assez difficile de dire dans quelle mesure ces paraphilies découlaient directement de ces troubles de personnalité et dans quelle mesure elles constituaient un trouble distinct. Le diagnostic de paraphilie chez Bundy a donc été mentionné par certains experts, mais il n'a pas été officiellement émis. Encore là, pour pouvoir émettre officiellement ce diagnostic-là, il faut qu'il y ait quand même un processus volontaire d'introspection, de désir de s'ouvrir de la part d'un patient, par exemple, dans le processus d'évaluation diagnostique, chose qui est quand même plutôt remise en question du côté de Bundy. Regardons maintenant le trouble de personnalité narcissique. Les critères diagnostiques du trouble de personnalité narcissique, que je vais appeler TPN, sont le fait d'être dans un modèle persistant de comportement grandiose, d'obsession pour le succès, de besoin excessif d'admiration et un profond manque d'empathie. Ce mode-là de fonctionnement, ce schéma-là apparaît normalement au début de l'âge adulte. La personne qui en souffre doit présenter au minimum 5 des critères diagnostiques suivants. Donc, un sens grandiose de sa propre importance, surestimer ses réalisations ou ses talents. Être absorbé par des fantaisies, par des fantasmes de succès, de pouvoir, de beauté ou de vivre un amour idéal. Avoir la pensée d'être spécial et unique, qu'on puisse seulement être compris par les plus hautes instances, les institutions ou les gens de plus haut niveau. Avoir un besoin excessif d'être admiré. Avoir la conviction que tout lui est dû et de ça, la personne s'attend à bénéficier d'un traitement favorable sans raison, avoir la tendance à exploiter les autres pour atteindre ses propres objectifs, faire preuve d'un manque d'empathie, d'une indifférence aux souffrances, aux sentiments, aux besoins des autres, envier les autres ou penser que les autres l'envient, et avoir des attitudes et des comportements hautains ou arrogants. Ted Bundy n'a jamais reçu officiellement ce diagnostic-là. Il a montré à de multiples reprises, par contre, avoir des traits qui sont caractéristiques du TPN. D'abord, il manifestait un sens exagéré de sa propre importance, que ce soit à travers ses tentatives pour se représenter lui-même en cours ou en courtisant de manière incessante les médias pour attirer l'attention sur lui. Bundy démontrait une quête constante d'admiration et de reconnaissance. Ses interactions avec les autres étaient souvent marquées par une exploitation manifeste. Il manipulait sans cesse ses interlocuteurs pour obtenir ce qu'il désirait. Sa capacité à paraître charmant, voire inoffensif, en est l'exemple parfait. Bundy utilisait cette façade pour désarmer ses victimes, tout en se percevant supérieur au-dessus des lois et de ceux qui le traquaient. Il s'est même permis de fuir la justice à 2 reprises, en affichant un mépris total pour les autorités et pour les procédures judiciaires qu'il considérait bien évidemment inférieures à son intelligence. Sa manière d'hameçonner ses victimes, en se présentant comme une personne blessée ou vulnérable qui a besoin d'aide, puis en les dominant brutalement, est emblématique d'une exploitation narcissique perverse. Bundy projetait une image de contrôle, alors qu'en réalité, il était motivé par un besoin constant de se démontrer supérieur. Dès son plus jeune âge, il a commencé à avoir des relations superficielles, à avoir une préoccupation excessive pour l'apparence, la richesse, le statut social. Ce besoin d'être vu et d'être reconnu s'est exacerbé. Ça a amplifié de plus en plus avec le temps au point de faire de ses procès une espèce de scène théâtrale où il pouvait continuer à démontrer sa supériorité, l'absence totale d'empathie et de remords, que ce soit durant ses actes criminels ou ensuite, une fois qu'il a été capturé, reflète aussi ce que la recherche sur le TPN va appeler comme une incapacité à reconnaître les besoins ou les émotions des autres. Ce n'est qu'à la toute fin de sa vie qu'il a commencé à admettre certains de ses crimes,
n'est malheureusement pas par empathie pour ses victimes ou pour leurs proches, mais uniquement pour négocier, pour repousser son exécution et pour capter une toute dernière fois l'attention du public. Le TPN, le trouble de personnalité narcissique, est souvent jugé négativement parce que les individus qui en sont atteints vont adopter des comportements qui semblent profondément égoïstes et méprisants, qui peuvent être très désagréables ou détestables pour les autres. Par contre, je tiens à souligner ici que les recherches, mais mon expérience clinique aussi, m'a démontré que ce trouble-là prend souvent ses racines dans des expériences précoces de maltraitance ou de négligence. L'enfant, pour se protéger d'un environnement émotionnellement chaotique, particulièrement rejetant, blessant ou violent, va développer une espèce d'identité grandiose, comme une espèce de mécanisme de défense qui va compenser un vide intérieur, un manque profond d'estime de soi. En conséquence, derrière cette façade de supériorité se cache souvent une honte écrasante et une fragilité émotionnelle extrême. Bundy se rapprochait quand même de ce qu'on appelle un narcissisme dit malin, ou en anglais on utilise malicious narcissism, où il parvenait à séduire par son intelligence, son apparence, son charme, tout en masquant un profond mépris pour les autres. Les origines du TPN, bien que ce soit encore débattu et que, comme j'aime le dire tout le temps, c'est complexe, on ne peut pas trouver une seule source à un trouble, notamment de la personnalité aussi complexe, sont souvent liées à une histoire d'enfance marquée par des attentes parentales qui sont soit complètement démesurées ou un manque de reconnaissance authentique, donc une valorisation qui n'est pas saine pour l'enfant. Et souvent, une compétitivité ou des parents qui vont mettre en place un besoin grandissant de prouver sa valeur à l'enfant. Bundy, en particulier, a grandi dans un environnement familial particulièrement instable et émotionnellement déficient. Sa quête de reconnaissance et sa recherche effrénée de validation laissent à penser à une estime de soi qui est construite sur des bases très fragiles. Le TPN est de cette manière-là plus qu'une simple surestimation de soi. En fait, ça représente plutôt une lutte interne intense, une tentative de masquer une profonde insécurité et une vulnérabilité certaine. Comprendre ça, ça nous aide à mieux cerner la dualité interne de ces individus-là, et notamment celle de Bundy. Un besoin constant de contrôle, un désir insatiable de reconnaissance et une absence totale d'empathie pour les autres montrent combien Bundy vivait une lutte permanente pour compenser un vide intérieur et une insécurité probablement développée très, très tôt dans sa vie. Au final, même si ce diagnostic-là n'a pas été officiellement émis par les experts, les indices observables chez Ted Bundy convergent de manière assez évidente vers la présence de traits narcissiques, formant une partie intégrante de son profil psychopathologique. Parlons maintenant du trouble de la personnalité antisociale. Selon le DSM-5, le TPA inclut un mépris constant pour les droits des autres, des comportements antisociaux persistants, présents depuis l'adolescence. Les critères diagnostiques incluent mépris et violation des droits des autres, manifestés par au moins 3 comportements dans les suivants. Une incapacité à respecter les normes sociales et les lois, qui vont conduire à des actes dangereux ou illégaux. Une tromperie répétée, des mensonges, la manipulation à des fins personnelles ou juste par plaisir. Une impulsivité, une incapacité à planifier d'avance. Une irritabilité, une certaine agressivité ou des bagarres même physiques ou très violentes. Un mépris pour sa propre sécurité et celle des autres. Une irresponsabilité persistante ou une incapacité en tout cas à honorer des obligations professionnelles ou financières. Et une absence de remords ou une indifférence profonde après avoir blessé, maltraité ou lésé les droits d'une autre personne. Le DSM-5 va également faire le lien
avec des termes comme on en discutait en début d'épisode, comme la psychopathie ou la sociopathie. Mais le diagnostic officiel reste le TPA. Les comportements du trouble des conduites, tout ce qui est du côté des agressions contre des personnes, des animaux, les vols, la destruction de biens, vont avoir été présents durant l'enfance ou l'adolescence et évoluer éventuellement vers un profil antisocial à l'âge adulte. C'est pas toujours le cas, autrement dit, c'est pas tout enfant qui a des comportements violents qui va devenir une personne qui souffre du trouble de personnalité antisociale. Mais chez toutes les personnes qui souffrent du trouble de personnalité antisociale, il y avait la présence de comportements antisociaux, ou en tout cas de troubles des conduites durant le développement de la personne. Les individus qui souffrent du TPA montrent souvent un profond manque d'empathie et de respect pour les droits des autres. Ils peuvent passer ou apparaître comme charmeurs, manipulateurs, calculateurs, des traits qui sont observés très souvent chez les gens qui souffrent du TPN, donc du trouble de personnalité narcissique. C'est donc très difficile de tracer une ligne franche entre ces deux diagnostics parce que plusieurs traits se chevauchent entre les deux. Le TPA est le diagnostic qui s'applique le mieux à Ted Bundy et d'ailleurs de nombreux experts se sont accordés à dire qu'il correspondait à ce profil-là. Il a démontré tous les comportements énumérés plus tôt et n'a jamais, à aucun moment, exprimé le moindre regret ou remords pour ses crimes. Quand on pense au trouble de personnalité antisociale, on se demande comment ça se développe. Ce trouble-là est le fruit d'une interaction complexe entre la génétique et l'environnement. Il y aurait une prédisposition génétique qui serait présente, mais qui serait combinée également à un environnement familial très souvent marqué par de la violence, de la négligence, et ça va venir amplifier les comportements antisociaux dès l'enfance. Les mauvais traitements et la négligence vont venir créer un climat émotionnel instable où la survie de l'individu devient la priorité plutôt que la sécurité ou l'attachement, et encore moins le plaisir ou la valorisation. Le cerveau, qui est en mode survie, va altérer littéralement les processus cognitifs et émotionnels de la personne en réduisant sa capacité à gérer ses émotions et sa capacité également à s'adapter aux situations de stress. Les systèmes de récompense dans le cerveau vont venir se modifier et se conditionner à l'agression et à la domination. Ted Bundy, il n'y a aucun doute là-dessus, présentait le prototype du TPA, en affichant des traits classiques du trouble, amplifiés par une enfance marquée par la violence et le rejet social. Ces comportements violents, dénués d'empathie, montrent à quel point ce diagnostic-là correspond à son profil criminel, et c'est d'ailleurs le seul diagnostic qui lui a été officiellement émis par des experts. Parlons maintenant un petit peu de psychopathie, parce que même si les critères ne sont pas officiels dans le DSM-5, on va quand même définir la psychopathie. Par exemple, la Hare Psychopathy Checklist Revised, donc la PCLR dont j'ai parlé plus tôt, est un outil clinique largement utilisé pour évaluer le degré de psychopathie chez un individu. On va l'utiliser en milieu judiciaire, carcéral, en hôpital psychiatrique également. Cet outil-là a été développé par le psychologue Robert Hare et est considéré comme l'outil de référence, finalement, dans la mesure de la psychopathie chez les individus. La description initiale de Robert Hare incluait principalement une absence de remords ou de culpabilité, un manque d'empathie pour les autres, des émotions superficielles ou imitées, fakées, des comportements impulsifs et irresponsables, l'absence de relations stables ou durables, une tendance à manipuler les autres, à se montrer charmant en surface, une incapacité à apprendre de ses expériences malgré les sanctions ou les punitions et des comportements antisociaux récurrents. Au fil du temps, Hare, qui était un expert de la psychopathie, a développé de plus en plus ces outils, dont le PCLR, et il en est venu à conclure à 20 différents critères officiels de la psychopathie.
Pour cet épisode-ci, je ne prendrai pas la peine de nommer les 20 critères, mais je reviendrai avec une vidéo pour le Patreon du podcast où j'expliquerai plus en profondeur encore quels sont ces 20 critères-là. La psychopathie est considérée comme un concept dimensionnel, c'est-à-dire qu'elle peut varier en intensité et se superposer à d'autres troubles de la personnalité. Cette caractéristique-là la rend difficile à classer comme un diagnostic officiel dans le DSM-5. Et c'est pourquoi elle n'y figure pas, bien qu'elle soit bien sûr conceptualisée comme une forme extrême du trouble de la personnalité antisociale, avec des traits narcissiques, machiavéliques supplémentaires et bien souvent d'autres troubles, par exemple troubles explosifs intermittents, les paraphilies, etc. Ayres souligne que les psychopathes sont souvent capables de masquer complètement leur véritable intention derrière une façade de normalité, un trait que Bundy maîtrisait très bien. L'analyse des différents diagnostics, des hypothèses diagnostiques de Ted Bundy révèle la complexité et la nuance des troubles de la personnalité, des troubles de l'humeur, des différents troubles du DSM-5. Et ça démontre l'importance d'une compréhension approfondie et éclairée de ces conditions-là pour pouvoir s'y prononcer. C'est clair que Bundy manifestait des traits antisociaux et narcissiques, mais aussi il avait des comportements suggestifs d'autres troubles, ce qui démontre la difficulté de tracer une ligne franche entre les divers diagnostics. Chaque trouble présente des caractéristiques qui se chevauchent et se recoupent, ce qui rend le travail des cliniciens particulièrement délicat. En plus, ça c'est un fait très important, son grand manque de collaboration, ses tentatives de manipulation, ses mensonges, le fait de dire des choses, de retirer ensuite ses propos, tout ça a fait que les évaluations ont été beaucoup plus compliquées qu'elles n'auraient dû l'être et donc l'établissement de diagnostics précis devient à ce moment-là très difficile à faire. Toute cette complexité-là met en lumière l'importance de ne pas réduire une personne à un simple diagnostic unique, mais à considérer l'ensemble de ses traits, de ses comportements, de ses antécédents développementaux. Ted incarne un cas extrême où plusieurs hypothèses diagnostiques se sont croisées en illustrant finalement que la psychopathie, la sociopathie, les troubles de personnalité antisociale et d'autres troubles de la personnalité se manifestent souvent par des interactions entre des facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux. En fin de compte, c'est essentiel de souligner que bien que des diagnostics puissent contribuer à expliquer certains aspects de ces comportements, ils ne justifient en rien la violence et les crimes commis. J'interromps le podcast pour te dire que si tu as été victime de quelconque forme de violence qui soit, et ça même si ça fait très longtemps, tu as droit à des services, tu as droit à des indemnités. Au Québec, des organismes comme la CAVAC et l'IVAC sont là pour t'aider gratuitement avec toutes sortes de soins, de services et d'indemnités. J'ai créé d'ailleurs un programme complet de thérapie en ligne pour les victimes d'actes criminels entièrement payés par IVAC. Savais-tu que tu n'as même pas besoin de dénoncer ton ou tes agresseurs pour en bénéficier? Viens m'en parler, je peux t'aider. Va consulter mon site web au www.psytusavais.com ou ma page Facebook professionnelle Dr Véro Ménard, psychologue. Clique ensuite sur le bouton « Envoyer un message ». Tu as le droit et tu mérites de recevoir de l'aide. Segment neurosciences. J'ai choisi de diviser le segment neuro en deux grands segments. Les choses qui peuvent être arrivées avant la naissance, donc génétique, hérédité, un cerveau qui serait différent, mais aussi les impacts de l'environnement intra-utérin durant le développement du cerveau du bébé, donc ce qui s'est passé durant la grossesse. Et il y aura un deuxième segment sur ce qui peut s'être passé, qui a influencé le développement du cerveau après la naissance. Parlons d'abord de génétique et d'hérédité. Donc, est-ce une prédisposition ou est-ce le destin? Les recherches en génétique révèlent que certains comportements antisociaux, comme la délinquance, les mensonges compulsifs, les actes d'une grande violence, ont une composante héréditaire. À ce stade-ci de la science, ce n'est plus questionnable, on est certain de ça. Ce qui signifie qu'un individu peut naître avec une prédisposition à adopter ces comportements-là.
L'étude de Larson et ses collègues en 2007 a notamment démontré que les comportements antisociaux sont en partie génétiquement déterminés, ce qui pourrait expliquer pourquoi certaines personnes manifestent ces comportements-là ou des tendances déviantes très tôt durant leur développement. Cependant, cette prédisposition génétique-là n'est pas une fatalité. Elle se manifeste en fonction de l'interaction avec l'environnement dans lequel l'enfant grandit. Chez Bundy, certains aspects de son comportement, sa manipulation habile, son absence d'empathie et son besoin constant de contrôle pourraient s'inscrire dans ce cadre-là, bien que, bien sûr, des influences environnementales aient également joué un rôle crucial dans son développement. Parlons du polymorphisme 5-HTT-LPR, donc la génétique des émotions, si je peux dire. Un gène en particulier, le polymorphisme 5-HTT-LPR, joue un rôle clé dans la régulation de la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur crucial pour la gestion des émotions et pour l'inhibition de comportements de type impulsif. Ce gène-là, il a été étudié dans une étude très récente en 2023 par Ostrowski et ses collègues, qui ont nommé qu'il existait 2 variantes de ce gène-là. Le gène avec l'allèle court et le gène avec l'allèle long. Les porteurs du gène avec l'allèle court sont plus vulnérables aux effets négatifs de l'environnement et montrent souvent une réactivité plus accrue au stress, donc une plus grande propension à vivre de l'anxiété et une plus grande difficulté à réguler les émotions. Pour des personnes comme Ted Bundy, qui auraient pu être porteurs de cette variante du gène, l'exposition à un environnement familial hostile à de grandes violences, tel qu'il en a vécu durant son développement hâtif, pourrait avoir exacerbé, empiré les traits psychosociaux, rendant difficile, par exemple, l'acquisition de comportements prosociaux, comme l'empathie ou la culpabilité. Ça met en évidence le rôle critique des interactions entre les gènes et l'environnement dans lequel l'enfant se développe pour un développement éventuel d'une psychopathie. Parlons aussi du syndrome 47XYY. Il s'agirait d'un chromosome en trop. Donc, c'est une anomalie génétique où un homme possède un chromosome Y de plus. Au lieu d'avoir un chromosome XY, il a alors un chromosome XYY. Cette condition-là a longtemps été associée à des comportements agressifs et antisociaux, bien que le lien direct soit encore sujet à certains débats. Une étude en 2012 a montré que les hommes qui ont ce syndrome-là sont plus susceptibles d'être condamnés pour des crimes violents, en particulier des agressions et des incendies criminels. Mais pourquoi donc? Eh bien, ces hommes-là ont souvent un développement cognitif plus lent, comme une espèce d'immaturité émotionnelle. Quand il y a un niveau de supervision familiale qui est moindre, ça peut les rendre beaucoup plus vulnérables à adopter des comportements antisociaux plus tard. Ted Bundy n'avait pas nécessairement cette condition-là, mais ça soulève quand même une question plus large sur le rôle des anomalies génétiques dans le développement des comportements antisociaux ou criminels. Parlons également des anomalies cérébrales, donc le fait d'avoir un cerveau différent. Beaucoup d'études en neurosciences, plus particulièrement en neuroimagerie, montrent que les psychopathes, comme Bundy, ont des anomalies dans certaines régions du cerveau, des régions cérébrales clés, dont l'amygdale, qui est impliquée dans le traitement des émotions, et dans le cortex préfrontal, qui, lui, est lié à la prise de décision et au contrôle des impulsions, notamment agressives. Dans l'amygdale, quand il y a des anomalies dans cette toute petite structure du cerveau, ça peut entraîner une réduction de la capacité à littéralement ressentir des émotions fortes comme la peur, par exemple. C'est ce qui permet à certains psychopathes d'agir de manière complètement détachée et froide face à la souffrance de leurs victimes. Chez Bundy, ce déficit de traitement émotionnel a probablement contribué à sa facilité à tuer sans remords. Pour ce qui est du cortex préfrontal, c'est une zone qui est impliquée dans la régulation des comportements impulsifs et la prise de décision, donc l'analyse des conséquences, par exemple, d'une décision qu'on va prendre. Quand il y a un dysfonctionnement dans cette région-là, ça peut rendre très difficile l'anticipation des conséquences des actes d'une personne.
Bundy, tout en ayant des comportements extrêmement planifiés et stratégiques, montrait aussi une incapacité à se conformer aux normes légales et il agissait souvent de manière impulsive, quand il était par exemple acculé au pied du mur ou encore qu'il était fortement contrarié ou sous l'effet d'une substance. Plus il a avancé dans sa trajectoire criminelle et plus ses actes semblaient impulsifs, rapprochés et non réfléchis. Il y aurait donc peut-être eu un impact découlant d'une anomalie au niveau du cortex préfrontal. L'environnement intra-utérin est important aussi. Donc, le développement du fœtus va être affecté, par exemple, par le stress d'une maman durant la grossesse. Si elle vit, par exemple, beaucoup de stress intense, si elle est victime de violences familiales, ça peut impacter de manière durable le cerveau du fœtus. Des niveaux élevés de stress prénatal ont été démontrés comme perturbant l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien ou qu'on appelle HHS. Le système de régulation du stress, en gros. Ça entraîne une sensibilité accrue au stress ultérieur en augmentant le risque, par exemple, de développer un trouble de la personnalité comme celui qu'avait Bundy, le trouble de personnalité antisociale, ou en tout cas des comportements antisociaux. On pourrait résumer que tout ce qui s'est passé avant la naissance de Ted Bundy, c'est une danse complexe entre ce qu'on appelle en anglais « nature or nurture », donc entre la nature biologique ou neurochimique d'un cerveau et l'environnement. La psychopathie ne se résume pas à une simple question de gènes ou d'éducation ou d'environnement ou de trauma. C'est un mélange très complexe d'anomalies génétiques, de perturbations environnementales précoces et de différences dans le cerveau, de débalancements neurochimiques. Dans le cas de Ted Bundy, son cerveau atypique, associé à un environnement familial hautement violent et dysfonctionnel, a clairement créé un terreau fertile pour le développement de comportements de plus en plus violents et déviants. Cette interaction entre nature et nurture, entre vulnérabilité biologique et expérience de vie, illustre comment un être humain peut se transformer en un prédateur, manipulateur et insensible. Mais les neurosciences, ça ne concerne pas seulement avant la naissance d'un enfant. Ça peut également avoir un impact après la naissance. Je vais donc parler ici des lésions subies au cerveau après la naissance et des impacts des traumatismes sur le développement du cerveau. Commençons par ça. Comment les traumatismes et la maltraitance peuvent avoir une incidence sur le développement du cerveau? Eh bien, dès la naissance, le cerveau humain continue de se développer. En fait, il se développera jusqu'à l'âge de 21 ans. Et ça, à un rythme soutenu, il va rester particulièrement réactif aux expériences de vie dont il fait l'expérience. Lorsqu'un enfant est exposé, par exemple, à des traumatismes comme des abus physiques, des abus sexuels, des abus émotionnels, ça peut entraîner des modifications structurelles durables et altérer le développement des circuits neuronaux. Les études ont montré à répétition que le cortex préfrontal, l'amygdale dans le cerveau et l'hippocampe sont les régions les plus affectées par ces traumatismes. Ces structures jouent un rôle clé dans la régulation des émotions, le contrôle des impulsions et même le traitement de la mémoire, des souvenirs par exemple. L'exposition précoce à de la violence ou à une négligence parentale importante a pour effet de réduire la taille de l'hippocampe, une région essentielle à la mémoire et à l'intégration des souvenirs émotionnels. Cette diminution-là est associée à son tour à des troubles de mémoire, à une réactivité émotionnelle exacerbée, et ça peut contribuer à être dans un état d'hypervigilance ou à avoir des réactions de peur ou des comportements très impulsifs. En parallèle, une suractivation de l'amygdale, qui est responsable de la régulation de la peur et des réponses de survie du corps et du cerveau, rend les individus plus susceptibles de développer des réactions agressives et à avoir des difficultés à gérer leurs émotions, particulièrement en situation de stress. Enfin, le cortex préfrontal, impliqué dans le jugement moral, la planification, le contrôle des impulsions, peut être altéré par ces expériences précoces, ce qui perturbe la capacité à réguler les émotions et à prendre des décisions rationnelles.
Ces altérations cérébrales créent un terrain neurobiologique qui, combiné à un environnement instable, favorise le développement de troubles de la personnalité et de comportements sociaux à l'âge adulte. Le cerveau, au lieu de se développer autour des concepts d'attachement, de régulation émotionnelle, de valorisation, de recherche de sens à sa vie, va plutôt être modelé par des principes de survie et de contre-attaque, de défense. En d'autres termes, l'exposition précoce à des traumatismes peut endommager les circuits neuronaux responsables de l'empathie, du jugement moral et de la maîtrise de soi, en augmentant ainsi le risque de comportements antisociaux ou psychopathiques. Parlons maintenant des lésions cérébrales post-naissance. Donc, une lésion qui survient sur le cerveau après la naissance d'un enfant représente un autre facteur de risque important dans le développement de comportements antisociaux, violents ou psychopathiques. Les traumatismes crâniens, en particulier s'ils se produisent dans les toutes premières années de vie, peuvent altérer le développement des régions cérébrales responsables de la régulation des émotions et de la gestion de l'impulsivité et du jugement. Ce fameux cortex préfrontal qui est chargé de la planification de l'inhibition des comportements violents, par exemple, ou la gestion des impulsions, est souvent touché par ces traumatismes-là. Et lorsqu'il est endommagé, ça entraîne bien souvent une désinhibition émotionnelle, une faible tolérance à la frustration et une tendance accrue à adopter des comportements violents. Dans le cas de Ted Bundy, il est supposé qu'il aurait vécu un traumatisme crânien assez sévère à l'âge de 3 ans qui lui aurait laissé d'ailleurs une cicatrice visible sur son crâne tout au long de sa vie. Bien que des preuves de lésions cérébrales permanentes soient absentes dans son cas, il est quand même pertinent de se demander si cet incident-là a pu également altérer le développement de son cortex préfrontal ou de son amygdale, par exemple. Les enfants subissant des traumatismes crâniens de la sorte montrent également une propension à développer des troubles de comportement, des difficultés de l'attention et des réactions émotionnelles disproportionnées. En l'absence d'un environnement sécurisant et de soins affectifs adéquats, ces altérations cérébrales-là peuvent venir renforcer les comportements agressifs ainsi que diminuer la capacité de ressentir de l'empathie, ce qui crée un profil plus enclin à avoir des réactions impulsives ou violentes. Des études cliniques en neuropsychologie, par exemple, ont démontré que les enfants ayant subi des traumatismes crâniens, en particulier ceux qui évoluent dans un environnement instable et dysfonctionnel, présentent un risque accru de développer des comportements antisociaux et psychopathiques. Ce lien est accentué par la combinaison de ces altérations neurobiologiques avec un environnement familial soit violent, instable ou perturbé. Encore une fois, dans le cas de Ted Bundy, on n'a pas de preuve hors de tout doute qu'il y a eu des anomalies cérébrales avant sa naissance ou après sa naissance. Mais lorsqu'on observe son environnement familial, ça laisse entrevoir quand même des influences assez importantes, assez dangereuses. Son grand-père maternel, par exemple, qui affichait des comportements associés à la psychopathie. Je pense à la violence, la torture d'animaux, la consommation excessive d'alcool, de pornographie violente, l'impulsivité. Tout ça met quand même en place un certain terreau fertile. Il y avait sa grand-mère aussi qui souffrait de troubles mentaux sévères. Et l'ensemble de ces facteurs-là ont créé un climat familial très instable et malsain. Quant au traumatisme crânien qu'il aurait subi à l'âge de 3 ans, il est difficile de déterminer vraiment l'impact que ça a pu avoir sur son cerveau. Il pourrait s'agir d'un accident fortuit, mais il pourrait aussi s'agir d'un marqueur de maltraitance ou de négligence parentale, par exemple. Un tel incident, qui a été non traité parce qu'il n'est pas allé à l'hôpital pour ça, pourrait avoir affecté de manière importante son développement cérébral en altérant sa capacité à réguler ses émotions et à gérer ses réactions face au stress, par exemple. Sans données neurologiques spécifiques, il était possible de conclure avec certitude que les effets de cette blessure-là ont réellement eu quelque chose à voir avec ses tendances meurtrières. Les neurosciences d'aujourd'hui nous démontrent que le développement du cerveau résulte d'une interaction complexe entre la génétique et l'environnement.
et ça, bien avant la naissance. Les expériences traumatiques, qu'elles soient intra-utérines, postnatales ou durant l'enfance, modifient profondément la structure et le fonctionnement des régions cérébrales associées, par exemple, à l'empathie, à la régulation émotionnelle et au comportement social en général. Pour des personnalités telles que Ted Bundy, il est crucial de considérer l'influence dynamique entre un terrain neurobiologique vulnérable et des influences environnementales délétères. Les lésions cérébrales, les traumas précoces et l'instabilité familiale sont autant de facteurs qui peuvent converger pour façonner un individu présentant un profil antisocial ou psychopathique tel que Ted Bundy. Bien que ces altérations neurologiques ne soient pas la cause unique, bien sûr, de comportements violents ou criminels, elles constituent tout de même un facteur prédisposant significatif. Segment Modus et bouche cousue. Dans ce segment du podcast, j'aborde le modus operandi d'un point de vue d'analyse clinique. C'est-à-dire qu'on se demande qu'est-ce que la manière de procéder, la manière de faire dans ses agressions, dans ses meurtres, dans le choix de ses victimes, dans ses attaques, peut démontrer sur sa psyché, toujours en lien avec les études sur le sujet, bien sûr. Les études sur la psychopathie et les meurtriers en série sont nombreuses, très nombreuses, des milliers même, je dirais. Et ça, depuis les années 70. Et découlant d'un bon nombre de ces études, les modus operandi ont été largement étudiés. Il a été démontré à répétition que cette façon de procéder que chaque meurtrier possède est bien propre à chacun et qu'elle peut nous en dire plus sur ses troubles, ses processus psychologiques sous-jacents. C'est donc dans cette optique que je présente ce segment et je tenterai, avec diligence et habileté, de ne pas trop révéler de détails sordides sur le sujet pour préserver les auditeurs et les auditrices. Selon l'étude dont j'ai parlé plus tôt, celle de Cameron et Ragshaw, le processus de Bundy, ou en d'autres termes son modus operandi, consistait à leurrer les jeunes femmes, soit en adoptant une posture d'autorité ou en faisant semblant d'être blessé. Il demandait à sa victime de le suivre ou de l'aider, puis l'assommait avec un objet contondant et l'enlevait pour ensuite l'agresser et la tuer. En bref, il visait à bâtir une confiance éphémère de la part de sa victime pour ensuite en abuser et en arriver à ses fins. D'ailleurs, la préparation nécessaire à son modus operandi laisse peu de place à l'aspect spontané ou impulsif dont il a parlé ensuite, comme s'il avait été victime de pulsions spontanées ou lorsqu'il a nommé qu'il y avait une supposée entité qu'il possédait. Dans la plupart des cas, Bundy s'est livré à des actes de mutilation des corps et même de nécrophilie. Ted Bundy est souvent cité comme l'un des tueurs en série les plus stratégiques et les plus calculateurs de l'histoire criminelle. Son modus operandi et sa signature criminelle ont démontré une évolution à la fois méthodique et sophistiquée, ce qui a permis de créer une façade de normalité tout en commettant des crimes odieux. Le processus de Bundy se décomposait généralement en plusieurs étapes. Il faisait une sélection de sa victime. Il passait ensuite à l'approche initiale. Donc, après avoir identifié une cible, il laissait transparaître une apparence inoffensive et bienveillante. Il utilisait plusieurs ruses pour susciter la compassion ou en tout cas avoir la confiance et attirer sa victime dans un espace plus contrôlé et à l'abri des regards. Une fois la victime à proximité, Bundy employait la force physique pour la neutraliser, puis il la transportait vers un lieu plus isolé encore. Bundy infligeait ensuite à ses victimes des sévices sexuels et des sévices violents, puis, généralement, il les tuait par strangulation. Ces actes étaient souvent accompagnés de mutilations post-mortem, reflétant une obsession morbide pour un contrôle absolu sur ses victimes.
Les méthodes de Bundy révélaient une habileté à dissimuler sa vraie nature et à manipuler les autres pour servir ses objectifs. Cette combinaison de manipulation, de contrôle et de brutalité a fait de lui un prédateur redoutable et imprévisible. Parlons de la victimologie. Bundy ciblait systématiquement des femmes, des jeunes femmes blanches, généralement entre l'âge de 18 et 25 ans, parfois plus jeunes, souvent des étudiantes avec une apparence similaire. La sélection de ce type de profil peut être vue comme le reflet de ses conflits intérieurs non résolus, son besoin de réaffirmer sans cesse sa domination sur les figures féminines, représentant symboliquement ses expériences du passé, soit de rejet, de maltraitance, de négligence, par exemple. Ces choix indiquent aussi une forme de ritualisation dans ces meurtres, où chaque victime est une répétition ou une substitution d'un archétype idéalisé ou fantasmé. Certaines études relient la victimologie de Bundy à des traits typiques de la psychopathie, où la victime est choisie non pas pour ses qualités individuelles, mais pour ce qu'elle représente symboliquement. Ce pattern, ce schéma-là, est souvent observé chez les tueurs en série psychopathiques qui tendent à objectiver leurs victimes en tant qu'éléments interchangeables d'un scénario psychologique interne. Les mécanismes psychologiques derrière les crimes de Ted Bundy dépassent les simples manifestations de la psychopathie classique. La profondeur de son narcissisme, combinée à un schéma psychologique rigide, de ressentiment, de contrôle, de rejet, suggère des dynamiques internes complexes, façonnées par des expériences précoces et un développement psycho-affectif profondément perturbé. Pour offrir une analyse plus élaborée, il convient de se pencher sur plusieurs des éléments clés. Un besoin de domination est le reflet d'un conflit d'attachement. Donc, le choix systématique de ses victimes et la brutalité sans nom de ses actes soulignent un certain besoin compulsif de dominer à tout prix. Un besoin à la fois physique et psychologique. Selon la théorie de l'attachement de Bowlby, les premières années de développement marquent profondément la manière dont l'individu gère ses relations intimes. Dans le cas de Bundy, les relations dysfonctionnelles avec sa mère biologique et la révélation tardive aussi de ses origines peuvent avoir exacerbé un pattern de rejet et d'abandon. Ce traumatisme de l'attachement pourrait s'être cristallisé en un besoin insatiable de rétablir un contrôle sur les figures féminines représentant symboliquement ses expériences précoces de trahison et de rejet. Il en résulte donc un mode opératoire où chaque meurtre est une tentative d'assujettissement absolu, une réappropriation de la puissance qu'il avait perdue durant son enfance. Répétition compulsive et tentative de résolution des conflits internes. La notion freudienne d'une répétition compulsive est pertinente ici pour comprendre la nature ritualisée des crimes de Bundy. Chaque meurtre était, à bien des égards, une répétition inconsciente de certains scénarios internes visant à résoudre des conflits émotionnels enracinés profondément dans ses premières années de vie. Son incapacité à établir des relations stables, combinée à un développement affectif détaché, reflète un conflit intrapsychique entre désir de connexion et besoin de punir des figures qui lui renvoyaient sa propre vulnérabilité, son impuissance. Ainsi, les meurtres prenaient la forme d'une répétition de ce conflit, une tentative perverse de surmonter une blessure narcissique très profonde en exerçant un contrôle total sur ses victimes substitutives. Symbolisme des actes et des personnalisations de la victime. Les actes de violence infligés par Bundy sur les corps de ses victimes, souvent post-mortem, indiquent
une dépersonnalisation extrême, où chaque victime cesse d'exister en tant qu'individu à ses yeux pour devenir un simple objet sur lequel il projette ses fantasmes de domination et de sadisme. Le sadisme de Bundy, exacerbé par sa propre dissociation émotionnelle, peut être interprété comme une lutte interne contre des sentiments de haine de soi-même et de dégoût. En agissant sur ses victimes, il s'attaquait symboliquement à des aspects de lui-même qu'il ne pouvait intégrer consciemment. L'émoussement affectif, qui est particulièrement typique chez les psychopathes, est ici renforcé par une division rigide entre le soi conscient, qui planifie, qui exécute les meurtres avec précision, avec précaution, et le soi inconscient, qui exprime, à travers les mutilations post-mortem, par exemple, une violence brute et archaïque. Narcissisme pathologique et identification projective. Le narcissisme de Bundy, caractérisé par des fantasmes de grandeur, un besoin excessif d'admiration et un profond mépris pour les autres humains, dépasse une simple recherche de reconnaissance. En utilisant son apparence et son charme pour piéger ses victimes, il ne se contentait pas de manipuler les perceptions d'autrui, mais cherchait probablement également à se valider dans le fait, dans le rôle d'être une personne supérieure et absolument intouchable, invulnérable. Cette forme de narcissisme grandiose est accompagnée de ce qu'on appelle l'identification projective. C'est un mécanisme de défense où Bundy projetait sur ses victimes des aspects de sa propre personnalité qu'il rejetait ou qu'il méprisait. Les jeunes femmes attirantes, sociables, confiantes, devenaient ainsi le support de ses frustrations et leur destruction symbolisait la destruction des traits qu'il n'avait pas pu intégrer lui-même. Adaptation et maîtrise en réponse à la menace. L'évolution de son modus operandi qui s'adaptait constamment aux situations, par exemple, au changement de territoire, aux découvertes des policiers, montre un niveau de contrôle émotionnel et de régulation de ses affects typique pour les psychopathes. À la différence de nombreux autres tueurs en série, Bundy a su ajuster ses tactiques pour contourner les failles du système judiciaire et ne pas éveiller les soupçons, prouvant ainsi un degré de planification et de méticulosité rarement observé. La compétence de Bundy dans son domaine criminel suggère une espèce de rationalisation cognitive où la notion de risque devient stimulante plutôt que dissuasive, un mécanisme que l'on retrouve dans les thrill seekers, qu'on appelle des chercheurs de sensations fortes, où l'adrénaline et l'excitation associées aux actes violents prennent la place d'émotions empathiques inexistantes finalement. Impulsivité structurée et agression planifiée. On peut supposer que l'impulsivité de Bundy n'est pas la manifestation d'un manque de contrôle ou encore une défaillance dans l'inhibition des comportements, mais plutôt une partie intégrante d'un pattern comportemental où l'impulsion devient un prétexte conscient à l'action. La différence entre impulsivité et agression planifiée chez Bundy réside dans sa capacité à contextualiser ses meurtres dans une logique d'accomplissement personnel. Chaque meurtre devient un défi, un rituel de maîtrise où l'impulsion est systématiquement subordonnée au plaisir d'agir sur ses pulsions avec froideur et méthodologie. Le modus operandi de Ted Bundy révèle toute la profondeur, la gravité de ses troubles psychologiques et de sa capacité à les dissimuler derrière une façade sociale. C'est en analysant sa méthode que l'on peut entrevoir non seulement sa maîtrise et son contrôle, mais aussi les failles d'un esprit profondément perturbé. Évidemment, ce segment-ci du podcast ne cherche pas à glorifier Bundy,
mais à comprendre les mécanismes qui ont fait de lui l'un des tueurs en série les plus dangereux et insaisissables de l'histoire criminelle. Segment croissance post-traumatique. Ce segment-ci, c'est pour moi le plus important du podcast. C'est ici que je peux faire un certain bilan de ce que l'histoire d'un psychopathe, mais surtout de ses victimes et de leurs proches, nous a appris en tant que société. Le fait que ces événements se soient produits est d'une tristesse et d'une horreur sans nom, que mes simples mots ne pourraient jamais décrire. Je ne pourrais jamais décrire la profondeur de mes sentiments, des sentiments des proches, des victimes, et de manière plus large, de ceux de toute la société. Mais ces actes auront peut-être servi à quelque chose, si seulement nous en tirons des conclusions, des leçons, des apprentissages, et que de ces traumatismes, en tant que société, nous grandissons. Le phénomène de croissance post-traumatique est un processus important. Il permet de surpasser les traumatismes et de faire en sorte que les victimes en ressortent grandies. Je rappelle que j'écris ce podcast pour les victimes et pour leurs proches, leurs familles. Et malgré l'horreur de ce que Ted Bundy a fait tout au long de sa vie, la société et ses différentes sphères a su tirer beaucoup d'apprentissage de ce cas. L'affaire de Ted Bundy n'a pas seulement marqué l'histoire par ses actes d'horreur, mais a également conduit à des réflexions sociétales profondes et à des avancées importantes dans plusieurs domaines. Dans ce segment, j'explore les leçons apprises ainsi que les changements positifs que cet épisode tragique a engendré. Numéro 1. Amélioration des techniques d'investigation. L'arrestation et le procès de Bundy ont permis des avancées majeures en matière de techniques d'investigation. L'utilisation de preuves médico-légales comme les empreintes dentaires. Le cas de Ted Bundy a été l'un des premiers cas où la dentisterie médico-légale a joué un rôle déterminant pour obtenir la condamnation du meurtrier. Ça a mené à une expansion des sciences médico-légales et à une reconnaissance accrue de l'importance des preuves physiques. Depuis, les technologies, comme l'analyse ADN par exemple, ont été mises en place notamment pour identifier les criminels, résoudre les affaires non résolues et innocenter des personnes injustement condamnées. Le profilage criminel a également été affiné, en partie grâce aux études détaillées de cas comme celui de Bundy. La collaboration entre le FBI et des experts en psychologie criminelle a mené au développement de profils psychologiques plus complets et précis pour identifier les tueurs en série et prédire leur futur comportement. Ces avancées ont été intégrées dans la formation des enquêteurs et ça a conduit à des approches beaucoup plus proactives et stratégiques dans la gestion des crimes violents. Numéro 2. La compréhension de la psychopathie et de la criminalité. Les comportements et les discours de Ted Bundy nous ont fourni des données inestimables dans le cadre de l'étude de la psychopathie. Le travail de certains experts, comme le docteur Robert Hare et la docteure Dorothy Atnall-Lewis, a contribué à développer des concepts tels que le facteur interpersonnel et le facteur antisocial de la psychopathie. Les chercheurs sont parvenus à identifier des modèles spécifiques de comportement, tels que le mensonge pathologique, la manipulation, le manque de remords, qui ont ensuite été intégrés à des outils d'évaluation clinique comme le Hare Psychopathy Checklist, le PCLR dont j'ai parlé plus tôt. Ces outils sont maintenant utilisés non seulement pour évaluer le risque de récidive chez les délinquants, mais aussi pour orienter les interventions thérapeutiques. Numéro 3. Les victimes, force et résilience face à l'inimaginable. Les proches des victimes de Bundy ont montré une force et une résilience exceptionnelles face à cette tragédie. Nombre d'entre eux ont utilisé cette souffrance pour créer des initiatives de soutien, des programmes éducatifs
et des campagnes de sensibilisation pour prévenir les futurs crimes. Par exemple, certaines familles ont fondé des organisations d'aide aux victimes et collaboré avec des législateurs pour introduire des lois plus strictes en matière de protection et de prévention. Leur implication a ainsi permis d'accroître la visibilité des droits des victimes dans le système judiciaire et de favoriser la création de programmes de soutien psychologique post-traumatique. Ces actions nous démontrent comment, malgré une douleur incommensurable, une reconstruction positive est possible et que la société peut évoluer vers une prise en charge plus humaine et plus empathique des victimes de violences. 4. Croissance post-traumatique, transformer la souffrance en force sociétale. La notion de croissance post-traumatique, en anglais on dit PTG, Post-Traumatic Growth, se traduit ici par un processus collectif de résilience et de transformation. Bien que les traumatismes causés par Bundy aient laissé des cicatrices profondes, ils ont servi aussi de catalyseur pour un changement profond dans notre société. À un niveau individuel, les proches et les survivantes ont souvent développé une nouvelle appréciation de la vie, un sentiment de force intérieure et une redéfinition des priorités. À l'échelle sociétale, les mouvements pour le droit des victimes et les campagnes de sensibilisation ont aidé à augmenter la conscience du public, à renforcer les systèmes de soutien aux victimes. Les recherches en psychologie et en criminologie se sont intensifiées pour mieux comprendre comment la société peut prévenir de telles tragédies tout en assurant une réhabilitation plus efficace des délinquants qui présentent des traits antisociaux. Numéro 5, influence sur le système judiciaire, un impact durable. Le cas de Bundy a suscité des débats importants sur l'éthique de la peine de mort, l'admissibilité de certains types de preuves et la nécessité d'assurer des procès justes tout en protégeant les droits des victimes. Les témoignages des familles de victimes et des survivantes ont joué un rôle crucial, un rôle central dans la réforme des politiques judiciaires, menant à des changements dans la manière dont les victimes sont informées, soutenues et protégées tout au long du processus judiciaire. De nouvelles lois ont été mises en place pour garantir que les familles des victimes soient impliquées dans le processus judiciaire, notamment en leur permettant de donner des déclarations d'impact lors des audiences de condamnation. Ces mesures-là ont permis de mieux intégrer les besoins des victimes dans notre système judiciaire, s'assurant ainsi qu'elles ne soient plus de simples spectatrices passives, mais des participantes actives, ayant un rôle crucial à jouer dans le processus de la justice. L'affaire Bundy, bien que terrifiante, a été un moment charnière qui a mené à de nombreux changements positifs dans les domaines des sciences médico-légales, de la prévention criminelle et de la compréhension psychologique. Les avancées qui en ont découlé montrent que la société, face à ses pires cauchemars, peut encore apprendre, évoluer et se renforcer. Cette croissance, aussi bien personnelle que collective, montre que, même dans les plus sombres ténèbres, il est possible de trouver une lumière qui guide vers un futur plus sûr et plus éclairé. Je terminerai le podcast en disant, on a vu durant plus de 2 heures de nombreux éléments dans le cas de Ted Bundy, à commencer avant même sa naissance, jusqu'à après sa mort. On constate par une étude approfondie que découvrir les causes
de troubles sévères comme le trouble de personnalité narcissique, antisocial ou la psychopathie, ce n'est pas une mince affaire. C'est extrêmement complexe et des milliers de facteurs rentrent en ligne de compte. Mais les études et les expériences cliniques, les expériences personnelles et collectives nous démontrent que même si parfois l'inévitable reste inévitable, on peut tirer des leçons de ces traumatismes-là, s'en trouver grandi, intervenir beaucoup plus tôt dans l'histoire d'une personne et faire en sorte que moins de drames de la sorte se produisent. Je termine donc en envoyant à nouveau toute mon empathie et mon amour, tout mon respect et ma profonde passion et dévotion, notamment en faisant ce podcast-ci, aux victimes, aux survivantes et à leurs proches. Dans le prochain épisode, je vais adresser un nouveau cas. On va parler du meurtrier Ed Kemper. Je t'invite à laisser un commentaire, à partager le podcast, si tu l'as aimé, bien sûr, à partager tes avis, à discuter avec moi, ça va me faire plaisir de répondre. Et bien sûr, à prendre quelques secondes pour t'abonner à la chaîne ou pour laisser quelques likes ou étoiles sur la plateforme que tu écoutes. Merci pour le soutien. À bientôt. Le Psychocrime Podcast. Thème musical et mixage sonore par Jean-Michel Soudre. Logo et graphisme par Jessica Boissonneau. Recherche, réalisation, édition et animation par Dr Véro Ménard, psychologue. Un podcast présenté par Psy Tu savais Incorporé.